Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. 24 heures en Alsace vous est présenté par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité alsacienne 100% en direct comme chaque soir de la semaine. On va parler et recevoir Léana Amann, Miss Excellence France. Elle a été élue du côté de Toulouse le week-end dernier. On va revenir sur cette belle soirée pleine d'émotions. Du sport, évidemment, comme chaque lundi. Tout va mal à la SIG qui s'est séparée de son entraîneur Vincent Collet. On va parler football également du côté de Sarre-Union. Où là, par contre, tout va bien pour le club de National 3. On parlera hockey sur glace du côté de Mulhouse. On parlera volleyball avec la reprise à domicile pour les Mulhousiennes, toujours dans les hauteurs du championnat de France. Il y a un gros programme. On parlera sport auto, tout ça avec Marine 10 tout à l'heure. Et bien sûr, comme chaque lundi, le meilleur de la gastronomie en Alsace, côté cuisine, côté salle, avec bien sûr Nicolas Riffel, le meilleur des tables alsaciennes. Tout ça est au menu de ces 60 prochaines minutes. On commence bien sûr, comme chaque soir, par les infos. Le JT est présenté par Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de l'actualité ce soir. Il était probablement le chef le plus connu d'Alsace. Émile Young s'est éteint ce matin à l'âge de 79 ans et les réactions sont unanimes et nombreuses dans le monde de la gastronomie. Nous y reviendrons. À Rosheim, la communauté des Sœurs bénédictines lance un appel aux dons pour rénover son couvent. C'est le seul en Alsace à fabriquer des hosties et nous y avons rencontré Mère Marie-Paul, 102 ans, dont 80 de vie monastique. Et puis, quand la photographie raconte la naissance de la sismologie, direction la galerie La Chambre à Strasbourg pour une exposition unique. Il a été le plus jeune chef étoilé de France. Des étoiles, il en a d'ailleurs eu 3 pour son restaurant Le Crocodile à Strasbourg. Le chef Émile Young est mort ce matin à 79 ans. Pendant toute sa carrière, il aura marqué le monde de la gastronomie et l'Alsace. S'il avait pris sa retraite il y a 10 ans, il restait néanmoins actif et notamment présent pour le secteur associatif. De nombreuses personnalités lui ont rendu hommage toute la journée. Et nous sommes allés à la rencontre d'un de ses amis, Fernand Michler, ancien chef étoilé du Cheval Blanc à Lembach. Ça fait un moment qu'on le sait qu'Émile est malade. J'allais le voir à l'hôpital et j'allais voir sa femme qui est restée sur place pendant toutes ces journées, nuit et jour. Elle était là-bas, mais il est parti apaisé. C'était avant tout un très très grand professionnel, mais pour moi c'était surtout un ami qui part. Hein. C'est lui qui a formé mon fils et voilà, on était très proches. Dans tous les coups, quand on a fait l'époque Val d'Isère, toujours il était là, Séville, le Japon, partout, on pouvait toujours compter sur Émile. Il aimait trop sa région pour être absent. C'est quelqu'un qui a beaucoup amené à l'Alsace. Hein. C'était le premier 3 étoiles à Strasbourg. Il était remarquable. Et la mémoire d'Émile Young a logiquement plané sur la cérémonie du palmarès du guide Michelin qui se tenait cet après-midi à Paris. Le directeur du Guide Rouge a rendu hommage à celui qui a porté haut les couleurs de la gastronomie française et du terroir alsacien. Mais pas de nouvelle étoile pour les chefs alsaciens cette année. Depuis 1862, le monastère Notre-Dame du Sacré-Cœur de Rosheim accueille une communauté de sœurs bénédictines. Et c'est là que vit depuis une quarantaine d'années Mère Marie-Paul. Du haut de ses 102 ans, elle fête ses 80 ans de profession monastique. Rencontre avec Cécile Motz. C'est derrière ces murs que se fabriquent les seules hosties en Alsace. Et parmi les sœurs bénédictines qui mettent les mains à la pâte, il y a Marthe. Je crois que c'est 1 kilo. Il me semble que c'est 1 kilo. Née le 6 août 1917, 4e d'une famille de 5 enfants, elle entre à 21 ans au couvent et devient alors sœur Marie-Paul. 80 ans plus tard, elle est toujours là après une vie en habit. Je n'ai pas eu, un événement qui m'a décidé. Je crois que j'ai toujours pensé à ça. Je peux me tromper, mais il n'y a pas d'événement. C'est en Mayenne qu'elle passe la première partie de sa vie monastique. En 1983, les sœurs bénédictines de Rosheim la sollicitent afin qu'elle devienne prieure. Sœur Marie-Paul devient Mère Marie-Paul et prend en charge la communauté durant 18 ans. Elle entreprend alors de nombreux chantiers au couvent, notamment la rénovation de la chapelle, mais pas seulement. La première chose que j'ai faite, ça.
c'est les ascenseurs. Quand j'ai vu que les pauvres sœurs, elles avaient beaucoup de mal à descendre des escaliers, j'ai pensé tout de suite à ça. Et les pompes à chaleur. Je crois qu'elles existaient déjà, mais enfin, tout n'était pas chauffé. Mère Marie-Paul a également mis en place le site internet du couvent et a accueilli nombre de nouvelles sœurs. Parmi elles, Mère Marie-Pierre, arrivée il y a 20 ans au couvent de Rosheim, elle a pris sa succession. C'est important pour nous qui avons quelques années de vie monastique ou pour des jeunes qui arrivent, de voir qu'à 102 ans, alors qu'on va fêter ces noces de chêne, eh bien, on a un esprit très jeune, on est pleine de vitalité, vous voyez. Il ne s'agit pas de retirer l'heure de travail aux hosties, parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Mère Marie-Paul lit quotidiennement, participe à nos offices du matin, à 9h elle est à la messe, elle participe à la table avec nous, l'après-midi elle travaille un petit peu, le soir elle est avec nous à l'office des vêpres, elle tient son temps d'adoration quotidien. Donc elle est vraiment dans notre vie, à son rythme, mais elle est vraiment dans notre vie. La doyenne de la communauté célébrera son jubilé le 1er février, l'occasion pour elle de renouveler son engagement dans la vie monastique. Et à noter que le couvent de Rosheim est en pleine collecte de fonds pour financer des travaux de rénovation importants, chaufferie, toiture, façade, un chantier évalué à 2,8 millions d'euros. Un peu de tendance à présent économie. Le réseau d'agences d'architectes d'intérieur Note de Style fête ses 10 ans. Avec un siège social à Strasbourg, l'entreprise rassemble aujourd'hui 12 agences dans l'Hexagone. Cécile Motz. Voilà 9 mois que Jonathan travaille à la rénovation de son nouvel appartement. Mais pour cet apprenti bricoleur, enseignant de profession, difficile à un moment d'avancer sans conseil professionnel. J'ai pensé au papier peint en fait pour mettre en valeur votre coin TV. D'accord, très bien. Et du coup, je pensais à quelque chose d'ultra graphique pour avoir ce côté loft que vous recherchiez pour le mur de la cuisine avec la cuisine noir laquée. Noir mat, pardon, chez vous. Très bien. Et il n'est pas seul dans cette situation. De plus en plus de Français font appel au service d'architectes d'intérieur. C'est un ancien bâtiment industriel qui a été rénové en appartement. On voulait à la fois faire une ouverture vers l'extérieur, donc créer une ouverture vers le jardin. On voulait réunir aussi 2 niveaux et on voulait développer cet aspect loft un petit peu industriel. Par rapport à notre projet, il nous a emmené un petit peu plus loin finalement que l'idée qu'on avait à l'origine. Donc il a apporté ce regard de professionnel. Car le métier d'architecte d'intérieur peut aller de l'extension de la maison à la gestion du second œuvre, voire parfois du gros œuvre. Il y a 10 ans, Jérémy Erhardt, architecte d'intérieur, a créé un réseau spécialisé de professionnels du bâtiment. Et parce que les travaux peuvent facilement tourner au cauchemar, il a lancé une application qui met en relation tous les intervenants d'un chantier. L'idée était de pouvoir faire bénéficier à toute la France des mêmes tarifs que je pouvais proposer en Alsace, donc des tarifs réduits et au forfait plutôt qu'au pourcentage. Donc derrière, c'était un gros travail, c'était 2 ans de rédaction d'un cahier des charges qui fait plus de 1000 pages, c'était création d'un logiciel sur mesure qui n'existait pas dans le domaine pour faire tous les documents de la franchise, des documents de travail et que nos clients et nos entreprises puissent suivre en temps réel les chantiers via une application mobile. Et c'est également été nouer un grand nombre de partenariats à travers toute la France pour trouver des entreprises, de la communication, etc. 10 ans plus tard, son entreprise réunit environ 500 artisans sur toute la France. Avec ses 12 franchises, il a séduit 600 clients, essentiellement des particuliers, et rénové 15 000 mètres carrés. L'objectif pour ces prochaines années, s'étendre encore davantage en France. La photographie comme témoignage de la naissance d'une science, en l'occurrence la sismologie, c'est à découvrir à Strasbourg à la galerie La Chambre, place d'Austerlitz. Un reportage de Camille Roland.
C'est un voyage dans le temps que propose la galerie artistique La Chambre. Nous sommes en 1870 lorsque Guillaume II conquiert l'Alsace et souhaite faire de Strasbourg une vitrine de la supériorité allemande. Il fait donc venir des scientifiques et investit de grosses sommes d'argent dans l'université et la création d'une station de sismologie, une science encore balbutiante. Et c'est là le point de départ de l'exposition Les bruits du temps 2. Ces plaques photographiques, elles représentent des instruments de mesure, l'intérieur du bâtiment de la station de sismologie, les scientifiques eux-mêmes, les procédés scientifiques et certains relevés aussi. C'est des photos qui datent entre 1900 et 1918. C'est des photos qui ont été faites par les scientifiques allemands à l'époque de la création de la station et qui ont été par la suite archivées et conservées par les Français quand l'Alsace est redevenue française. En fait, il reprend les plaques photographiques, il les met sur une table lumineuse. Donc, il y a une source de lumière qui vient d'en bas, il y a une source de lumière qui vient aussi d'en haut. Il va les refotographier en positif. C'est pour ça qu'on a les couleurs qui sont inversées, c'est parce que c'est des plaques négatives qui refotographient en positif. Pendant 2 ans et demi, l'artiste autrichien Arno Giesinger s'est penché sur les vieilles archives de la collection sismologique de l'École et l'Observatoire des sciences et de la Terre. Son ambition, exploiter pour la première fois un fonds universitaire de façon artistique et non pas pédagogique ou scientifique. Car la photographie joue un rôle important pour les chercheurs à cette époque-là. Elle leur permet de retranscrire les phénomènes naturels pour mieux les comprendre. Ainsi, l'exposition témoigne de la naissance de la sismologie moderne et du lien étroit entre l'image photographique et la construction d'une science. La photographie et la sismologie sont deux domaines qui sont très liés par un inventeur qui a travaillé ici à Strasbourg à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Ernst von Röber-Paschwitz et qui était le premier à associer les enregistrements sismiques avec la technique de la photographie. C'est-à-dire qu'il a développé une machine, un instrument, un enregistreur qui était capable de mesurer des tremblements de terre à distance, mais aussi de les enregistrer sur du papier photographique, ce qui était à l'époque assez extraordinaire. C'est un récit au premier regard documentaire, mais pour moi c'est autant un récit poétique, parce que ces images qui ont une grande étrangeté pour le visiteur d'aujourd'hui, il découvre aussi la beauté de ces images qui conservent aussi le temps qui a passé, qui conservent parfois aussi leurs défauts, donc qui expriment aussi le temps qui passe. Alors, pour découvrir un pan méconnu de l'histoire scientifique de Strasbourg, rendez-vous à la galerie La Chambre jusqu'au 8 mars prochain. Et on finit ce journal avec, comme tous les soirs, l'image du jour, Oliviane. Il aurait dû y réfléchir à 2 fois avant de proposer une absurdité pareille. Le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux, a voulu être plus vert que les Verts et a proposé de déménager la gare de l'Est en banlieue pour créer un Central Park à Paris. Levée de boucliers de tous les Alsaciens sur les réseaux sociaux, et notamment les candidats à la mairie de Strasbourg, bien sûr. Alain Fontanelle parle de Schnapsidee, Jean-Philippe Vetter de projets inacceptables et de manque de considération. Alain Youn estime enfin qu'il a fumé la moquette. Brigitte Klinkert, elle, est très fâchée et rappelle que les collectivités alsaciennes ont massivement financé ce TGV. Jean Rantner, enfin, affirme que Griveaux a trop joué au Monopoly dans son enfance. Et même des sites satiriques s'y mettent et lui suggèrent de déménager tout Paris dans un désert pour créer un Las Vegas français. On en reparlera. Merci beaucoup Anna pour ce JT. On va accueillir les invités de la première partie de cette émission. Marine Zis qui en parlera sport tout à l'heure, Léana Amann et Dominique Bray. On va revenir sur l'élection de Léana. C'était le week-end dernier à Toulouse, élue Miss Excellence France. S'il vous plaît, on revient là-dessus en images dans un instant avec elle. Tout de suite, la météo de Célia. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre bulletin météo de ce mardi 28 janvier. C'est un temps incertain qui nous attend en ce mardi avec pas mal de précipitations. Vous le voyez, des averses prévues sur l'ensemble du territoire. Un ciel un petit peu plus lumineux sur l'Alsace, notamment de Colmar jusqu'à Wissembourg. Et plus on descend vers le sud, plus vous le voyez, ce sera chargé en humidité et en averses. Côté Mercure, cette nouvelle précipitation apporte un petit peu plus de douceur. Il fera plutôt doux en matinée avec 5 degrés prévus du côté de Saverne, Sarre-Union ou encore Wissembourg.
Wissembourg, 6 degrés de Strasbourg à Mulhouse, en passant par Colmar, une moyenne de 5 à 6 degrés également chez nos voisins suisses et allemands. L'après-midi, beaucoup plus de percées lumineuses. Le soleil fait beaucoup plus son apparition en après-midi. On retrouvera toujours des averses par endroits et pas mal de passages nuageux tout de même. Et des températures qui ne grimpent quasiment pas ou alors très très légèrement. Vous le voyez, on reste sur 5 degrés prévus du côté de Sarre-Union ou encore de Wissembourg. 6 degrés ce sera pour Strasbourg ou encore pour Mulhouse. Et la maximale alsacienne, 7 degrés du côté de Colmar. On jette maintenant un coup d'œil sur vos prévisions de mercredi. On restera sur cette même lancée. Toujours pas mal d'averses. Quelques rayons de soleil et toujours pas mal de nuages, un temps un peu plus sec prévu dans le nord de la région du Bade-Wurtemberg et une moyenne de 6 degrés sur l'ensemble du territoire transfrontalier mercredi après-midi. Mardi, nous serons donc le 28 janvier, nous fêterons les Thomas, bonne fête à eux. Le soleil se lèvera à 8h04 pour nous dire au revoir à 17h19, on gagne encore 3 minutes de soleil. Excellent moment à tous sur Alsace 20, à demain. Votre programme avec CroisiEurope. CroisiEurope, croisière sur les fleuves et mers du monde à bord de bateaux à taille humaine. Retour en direct dans ce 24 heures en Alsace. Nous sommes ravis d'accueillir Léana Amann. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 19 ans, vous êtes alsacienne et vous êtes surtout Miss Excellence France depuis un peu plus de 8 jours maintenant. L'élection se passait à Toulouse. Vous êtes accompagné de Dominique Bray à côté de vous. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Président du comité Alsace de Miss Excellence. Vous étiez évidemment également présent à l'autre bout de la France pour cette élection. On a donné le résultat, donc on peut regarder quand même le dénouement de cette longue soirée. Et vous étiez 24 au départ, il n'en restait plus que 2 à la fin. Regardez. La Miss Excellence France 2020 est Miss Excellence Alsace. Miss Excellence Alsace est couronnée Miss Excellence France 2020, mes amis. Quel effet ça fait, Léana, de revoir ces images quelques jours après? C'est toujours de l'émotion? C'est toujours de l'émotion, joie, fierté aussi. Et beaucoup d'émotions de revoir toutes ces images une semaine après. On repense, on a le cœur qui bat très fort dans les instants juste avant ou juste après? Qu'est-ce qui est le plus intense en fait? Plus avant, et après c'est du relâchement, mais beaucoup de joie, beaucoup de joie. On va revenir sur cette soirée, on va avoir différentes images des différents tableaux. Ça a été évidemment, vous étiez 24 venus de toute la France évidemment au départ. Il y a eu évidemment différents passages, différentes chorégraphies. Comment on se prépare à une soirée comme celle-là? Alors c'est 10 jours d'aventure, beaucoup de sorties officielles avec les partenaires, beaucoup d'entraînement, des répétitions du lundi après-midi jusqu'au vendredi 22h. On a répété, beaucoup de tableaux, mais il y avait aucun esprit de compétition, donc c'était super. Comme dit, vous étiez 24 au départ, puis 12, puis 5, puis 2. À quel on y croit dès le début parce que c'était votre objectif d'aller au bout ou oui, au fur et à mesure de la soirée, on y croit de plus en plus? Bien évidemment que c'est l'objectif au 24, mais plus la soirée avance, plus on y croit et plus on se donne à fond. Mais c'est que du plaisir en fait, on prend du plaisir sur scène et on espère arriver au bout. On est tendu, on est concentré parce qu'il y a des chorégraphies, parce qu'il faut respecter. Non, il faut prendre du plaisir. Si on est tendu, ça se ressent. Il faut tout lâcher, il faut prendre du plaisir. Le public était à fond. Heureusement qu'il était là d'ailleurs. Il nous aide à nous relâcher. Et il faut aller le plus loin possible et se lâcher le plus possible. On a quand même toujours cette hantise en tête de se dire je risque de tomber ou de faire un faux pas. Est-ce que ça surtout reste qu'on voit sur les images, j'avoue qu'il y a quand même un escalier qui sont quand même super raides. Les robes longues, est-ce que c'est un peu dans les têtes? Comme dit, on s'est entraîné toute la semaine, donc il y a toujours cette petite hantise effectivement de se dire je vais tomber, mais on s'est entraîné toute la semaine, donc il n'y a pas de problème pour ça. Dominique Bray, vous qui aviez accompagné Léana, qui chapeautait tout ça au niveau régional, quelle est parmi les différents concours de Miss qui peuvent exister, quelle est la particularité le créneau de Miss Excellence France? C'est une bonne question. La particularité du comité Miss Excellence France, Miss Excellence Alsace et les différents comités régionaux, c'est que tout simplement, chez nous, on a peut-être ce qu'on appelle le côté familial. Nous sommes assez près de nos candidates. Alors, quand je dis assez près, c'est avec tout le respect que cela entraîne, bien sûr. Mais c'est ce qu'elles ressentent aussi. Il y a le côté, ce côté un peu papa, ce côté d'encadrement qui s'est fait aussi avec de nombreuses Miss. Je vois au niveau de mon comité, de nombreuses Miss qui sont dans notre comité, qui épaulent les candidates, qui sont là pour les rassurer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, Miss France fait la même chose, mais nous ne sommes pas au même niveau. On est bien d'accord. Vous savez, moi, j'ai tourné 20 ans avec
avec Geneviève de Fontenay. Aujourd'hui, vous connaissez la maison aussi. Je connais bien la maison. On n'est pas dans la même course, si vous voulez. Voilà, comme Geneviève savait si bien le dire, on est molle, c'est une usine Afrique. Nous sommes une association. Une association avec tout ce que ça comporte, de la passion, du savoir-faire, des bénévoles, c'est surtout ça, des bénévoles. Et puis on essaye d'apporter le maximum de bonheur et de plaisir à ces candidates. Et puis bien sûr, arrive un moment, l'instant T, qui va dévoiler la nouvelle Miss Excellence France. Alors je suis très fier de Léana, je suis très fier pour mon comité qui travaille énormément et qui s'est beaucoup investi. Et puis je suis aussi très fier pour la région. Tout simplement parce que la région Alsace va être représentée dans toute la France on va prochainement. Parler de la suite, justement, parce on en parlera, elle sera dans toute la France et ça c'est quelque chose d'énorme et d'important pour le comité et pour la région Alsace. Qu'est-ce qu'elles vont faire justement alors qu'est-ce qu'elle va faire parce qu'elle est titrée alors, déjà, Léana, en tant que Miss Excellence France, maintenant, va être conviée dans toutes les élections de comité Miss Excellence régionale. Donc, elle va être appelée dans toute la France. Elle va retrouver, entre guillemets, ses anciennes candidates, collègues, si je puis dire. Elle va être invitée d'honneur dans toutes ces élections. Donc, ça va déjà prendre un temps considérable, puisque ces élections, ça ne se fait pas en 2 minutes. Donc, elle sera très demandée. S'ajoutera à ça, bien sûr, les autres demandes officielles auxquelles nous sommes sollicités déjà maintenant. Et donc, c'est un planning annuel qu'il va falloir que je fasse avec elle et avec les membres de mon comité, parce que la vie change, sa vie va changer complètement. Miss Excellence Alsace, c'était formidable, c'était l'ambassadrice de la région. Miss Excellence France, c'est l'ambassadrice de la France maintenant et d'autres pays. Évidemment de dimension. Donc, comment vous êtes retrouvée, Léana, dans cette aventure au départ, sur un coup de tête? C'était une idée fixe ou comment on se retrouve là-dedans? C'est justement grâce à l'ancienne Miss Prestige encore Alsace 2018, Flore Sipus, qui est une grande amie à moi et elle m'a lancée dedans. C'est elle qui vous a dit mais si, allez, vas-y. C'est ça. Elle m'a lancée dedans à fond. On se prend au jeu au fur et à mesure. C'est ça, oui. Plus on avance dans l'aventure, plus on se prend au jeu. Comment ça va se passer la suite du coup? Parce que vous avez une vraie vie aussi, vous faites quoi? On se consacre complètement à ça? On jongle avec son emploi? Non, on garde toujours notre vie à côté, bien évidemment, mais on va faire ce qu'il faut, on va régler l'emploi du temps comme il faut. On se dit que ça peut servir dans je sais pas, c'est une carte qui vous sert en tant que, je sais pas, en carte de visite, en termes de confiance tout simplement, en termes de... Ah oui, on prend énormément de confiance, ça c'est sûr et certain, cette aventure, c'est ce que j'ai dit, je ferai tout pour rendre celles qui n'ont pas confiance en elles aller le plus haut possible. Mais c'est un bon antidote pour les timides ou les fausses timides? Oui, franchement, oui. Dominique, la suite en un mot, c'est parce qu'elle avait été élue en Alsace au mois d'octobre dernier. Du coup, évidemment, chaque année, l'idée, c'est de renouveler. Ça sera aussi votre ambassadrice pour attirer à nouveau des jeunes filles dans cette carrière, entre guillemets. Absolument. Je crois que l'Alsace est formidablement représentée. Je vous le disais, je crois que sur les 5 dernières années, dans le podium 5, l'Alsace a toujours été présente. Donc ça veut quand même dire une chose, et je me permets de le dire, c'est qu'on a peut-être les plus belles femmes de France en Alsace, bien qu'il y en ait de très belles ailleurs. Mais effectivement, ça sert un petit peu de tremplin, autant pour elle que pour notre comité également. Ça veut dire que c'est un comité qui fonctionne, ça veut dire que c'est un comité qui est sérieux. Et je vous disais, on n'est qu'une somme que des bénévoles. Le comité Miss Excellence France, lui, est présidé par Christiane Hulliot, une ancienne Miss France qui était le bras droit de Geneviève de Fontenay. Elle sait guider avec la rigueur qu'il faut, la bonne rigueur. Et puis les régions font le travail qu'ils doivent faire. Je fais mon boulot avec mon comité, les autres régions font le leur. Le résultat, il est là avec Léana, et pour moi, c'est que du bonheur, et pour notre comité aussi. Alors justement, la suite de vos aventures respectives, et puis évidemment les éditions suivantes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau ce soir. Merci à vous. On va parler sport, autre genre de compétition dans un instant. Ce sera avec Marine pour Top Sport, juste après cette page de pub. À tout de suite. Et le lundi soir, c'est l'heure du sport sur Alsace 20, c'est Top Sport et c'est avec Marine Zis. Chez Peugeot Strasbourg, à Eunheim et à Ilkirch, venez adopter dès aujourd'hui les moteurs de demain, ou bien repartez avec l'un de nos 250 véhicules d'occasion. Bienvenue dans Top Sport, décidément. Ce soir, nous vous emmenons sur la glace pour parler hockey à Mulhouse, mais aussi pour parler sport auto avec un Alsacien qui participait au trophée Andros. Justement, en sport auto, des nouvelles de Sébastien Loeb et d'un jeune Alsacien, un potentiel futur champion de F1. Pourquoi pas? Et puis du sport féminin avec les volleyeuses de Mulhouse en réussite à domicile ce week-end.
Et on va parler football avec notre invité du soir, Martial Rich. Bonsoir. Bonsoir. Capitaine de l'US Réunion. Il sèche l'entraînement ce soir pour être spécialement avec nous. Ça, c'est de la chance. Hein. C'est privilégié, ouais. Il y a eu un super week-end puisque Réunion caracole en tête ou est co-leader de son groupe de N3 après un match renversant et une victoire ce week-end dans un des derbys de la saison contre la réserve du Racing. C'est un peu votre bête noire en plus cette saison. Il y avait une petite revanche à prendre. Bah, ça fait plusieurs années qu'on ne gagnait pas contre eux. Ouais, donc là, c'était bon. Ouais. On continue à en parler tout de suite, tout à l'heure, on commence Mathieu avec du sport auto. Ouais, du sport auto, avec plusieurs Alsaciens qui étaient sur les rangs. On commence avec le plus connu d'entre eux et le plus âgé des trois, en tout cas Sébastien Loeb sur les routes du Monte-Carlo pour la première épreuve de championnat du monde de cette saison. Ça a été compliqué pour l'Alsacien sur sa Hyundai avec notamment cette sortie le 3e jour. Ça a été très compliqué pour l'Alsacien, septuple vainqueur pourtant du rallye de Monte-Carlo, mais qui a été très loin du trio de leaders emmené par Sébastien Ogier, Thierry Neuville et le Gallois Effin. C'est finalement son coéquipier Thierry Neuville qui a fini par s'imposer, un peu de baume sur le cœur de l'Alsacien, relégué à la 6e place à plus de 5 minutes du vainqueur. Saison qui va être risque d'être un petit peu longue et compliquée pour Sébastien Loeb qui devait participer à la 2e manche du championnat du monde. Ça sera en Suède mi-février, mais son écurie Hyundai a annoncé aujourd'hui qu'il ne ferait pas partie des 3 voitures Hyundai engagées. Affaire à suivre pour Sébastien Loeb, en tout cas qui commence petitement sa saison marine. Un autre Alsacien, vous le disiez, plus jeune, il s'agit de Yann Erlaché. Ça pourrait être son fils, presque. Il était à Lens-en-Vercors dans l'Isère pour la 5e course du trophée Andros. C'est donc une course de voitures électriques sur glace. L'Alsacien a remporté les qualifications et est resté hors d'atteinte lors de la finale. Une victoire donc qui lui permet de se positionner à la 3e position au classement général. Dernière manche de la compétition ce week-end à Super-Bresse qui permettra de déterminer le vainqueur de cette édition 2020. Et on sera d'ailleurs justement à Super-Bresse pour cette finale. On en reparlera évidemment dans l'édition Top Sport de lundi prochain pour la grande finale de ce trophée Andros. Et puis sport auto toujours. Vous avez peut-être sûrement déjà entendu parler d'Emilien Denner, un Alsacien qui a été champion du monde de karting en septembre dernier à seulement 17 ans. Il se lance désormais en F3. Il participait ce week-end à la Toyota Racing Series à Teretonga, le circuit de course le plus au sud du monde. C'était en Nouvelle-Zélande. Résultat, il signe sa première victoire en F3. Donc des débuts très encourageants pour lui. Merci Marine, on va passer au basket avec la saison noire qui continue pour la SIG qui avait un match couperé très important ce week-end contre Orléans. Aurénus, ça s'est très mal passé sur le parquet dans un premier temps, une défaite 80-77, la 10e défaite consécutive pour la SIG, toute compétition confondue. Une défaite de trop qui a coûté sa tête à l'entraîneur emblématique de la dernière décennie, Vincent Collet, qui a été remercié et mis à l'écart par le club. L'entraînement a été confié à son adjoint, le Finlandais Lassi Tuovi, et évidemment pour faire bonne mesure, Ali Traoré, le capitaine, a été mis à pied dimanche suite à des altercations avec ses coéquipiers, avec le coach, avec le président, avec le manager du club. La totale, la SIG quasiment éliminée de Coupe d'Europe et qui, vous le voyez, pour la première fois, je suis obligé de vous montrer la 2e moitié du classement pour trouver la SIG, 11e à 2 victoires des playoffs, mais surtout avec 2 victoires seulement d'avance sur Chalon-sur-Saône, le premier relégable, 17e. Si le Portel semble mal en point, en tout cas, la SIG regarde clairement vers le bas et va devoir se concentrer sur son maintien. Affaire à suivre, notamment dans l'affaire entre le club et Ali Traoré qui pourrait, imagine-t-on, quitter le club. En tout cas, saison très très noire et galère, Marine, pour le sport alsacien. Et puis comme en basket, rien ne va, décidément, vous êtes penché sur la disparition de Kobe Bryant qui est passé dans sa jeunesse par l'Alsace. Oui, on le connaît pour sa carrière hors norme aux États-Unis, notamment ses 5 titres obtenus avec les Los Angeles Lakers. Sur les images que vous voyez là, sa performance stratosphérique face aux Raptors en 2006. C'est un match où il avait inscrit 81 points. Mais vous le saviez peut-être pas, il a vécu quelques mois en Alsace, à Mulhouse plus précisément. C'était en 1991. Kobe Bryant avait 12 ans seulement. Avec sa mère et ses sœurs, il a suivi son père qui était venu s'engager avec le club de basket de Mulhouse, le MBC à l'époque. Et vous le voyez là, la famille était hébergée à Mulhouse, à l'espace Squash 3000. L'établissement a d'ailleurs gardé une trace de leur passage. Kobe Bryant était donc resté 6 mois dans la ville. Il était à l'école à Bâle, mais suivait son père régulièrement à l'entraînement. Écoutez justement un extrait d'une interview réalisée par l'équipe. I talked to some of your father's teammates back then, and they remember you, actually. And they all said he was going to see us and wanted to play one-on-one. You were 12 at that time. Always, because I wanted to learn. You know, it was one thing trying it out against kids your age or kids that may be bigger than, but I wanted to see how it worked against the men. And they never took me seriously, which would always really infuriate me. And I wanted to just, okay, if I make 3 in a row,
then they're going to say, okay, you know what, little kid, I'm going to have to play some like semi-serious defense. And then I got to just make one more, bam. Then like, okay, that's it, kid, that's it. And then they would, you know, block my shot into like the 20th row, and then that would be that, and then I'd have to figure out why that happened. Triste nouvelle évidemment pour tous les fans de basket. On va passer au football avec notre invité Martial Riff de l'US Sarre-Union. Je vous emmène lors du match de ce week-end. C'était du côté de Molsheim contre la réserve donc du Racing. Le Racing en bleu et blanc. Sarre-Union évidemment donc en rouge. Ça démarre très vite. 5 minutes de jeu à peine. Ilunga pour Lassine Keita. Le petit caviar, ça fait 1-0 pour la réserve du Racing avec beaucoup de jeunes joueurs. Hein, beaucoup de joueurs qui avaient commencé en U19 lancés par François Keller. Les Bleus qui doublent la marque quelques minutes plus tard par Noé Sommer. 2-0 après 15 minutes de jeu. Alors que Sarre-Union est co-leader du championnat, mais ils se reprennent rapidement. La jolie déviation de Naifi pour Vianney Sherman qui ramène Sarre-Union à 2-1. C'est le score à la mi-temps. On a eu beaucoup d'occasions dans un match très sympa à suivre, très vivant. La belle déviation à nouveau pour Sherman qui rate le cadre en début de seconde période. Mais regardez ce joli centre, encore un caviar de Hent sur la tête de Sherman pour le doublé et l'égalisation du club d'Alsace-Bossu de partout à l'heure de jeu. Et 10 petites minutes plus tard, regardez à la réception de ce long coup franc, Paul Maurice qui venait de rentrer en jeu, qui d'une reprise de volée trouve la lucarne. Le Racing qui va pousser un petit peu en toute fin de match. La plus belle occasion, la voici, sauvée par le gardien Anthony Mfa. La Sarre-Union renverse donc la vapeur, s'impose 3-2, enchaîne une deuxième victoire à l'extérieur après un carton à Sarreguemines 5-1, une quatrième victoire consécutive. Pourtant, vous avez comme dit battu 2 fois cette équipe du Racing cette saison quand on est mené 2-0 par une équipe qui vous a battu 2 fois. Pourtant, on se dit que ça va être compliqué, que c'est la bête noire. Et finalement tout va bien. Ouais, on aurait pu douter, mais on se sentait fort quand même si on perdait 2-0. Mais c'est vrai qu'on avait peur de prendre 3, 4, mais on avait une certaine confiance en nous quand même, quoi. C'est très particulier de jouer une réserve. C'était presque une opposition de style. Hein. Sarre-Union, c'est une équipe, on va dire, expérimentée, un peu roublarde, avec du foot assez direct. En face, les jeunes du Racing, forcément, c'est jeune, c'est assez technique, c'est très discipliné. C'est une vraie opposition. Ouais, ça va très vite. En plus, sur la surface de terrain, on a joué sur un synthétique. Le jeu était vraiment plus en leur faveur. Et nous, c'est vrai qu'on est plus destructeurs, mais on est aussi capable de marquer des beaux buts. Comme destructeurs, on a vu, carrément. Vous assumez complètement. Non, mais après, c'est le niveau. Après, j'étais jeune comme eux. Hein, j'allais aussi vite à un moment donné. Sauf que maintenant, j'ai 10 ans de plus. Hein. Donc, on sait un peu comment aborder ces matchs. Après, ça reste toujours fair play. Ça reste dans le jeu. Viril mais correct. C'est ça. On jette un œil au classement peut-être, Mathieu ? Ouais, parce que regardez, ça devient très intéressant pour le club d'Alsace-Bossu, Sarre-Union qui est co-leader donc, du championnat avec la réserve de Metz. Et puis ça commence à faire un petit trou sur les suivants, sur les Vosgiens de Taron, de Raon-l'Étape notamment, d'autant que Sarre-Union a un match en moins. Vous voyez que Bissheim est 6ème, la réserve du Racing 7ème. Vous êtes du genre à regarder le classement, vous le connaissez par cœur, ou vous allez me dire qu'on joue le maintien et que rien n'est fait, ou on regarde quand même vers le haut quand on est à cette place-là? C'est sûr que ça fait plaisir de se regarder et de se voir 2e avec un match en retard. Moi, je me considère aujourd'hui comme premier du championnat. Mais après, on va dire c'est long. Hein. J'ai connu des séries de défaites, des séries sans victoire. Donc là, on va prendre du plaisir. Et si on peut jouer jusqu'au bout devant, on restera devant, quoi. C'est quoi l'objectif du club cette saison? On sait que c'est compliqué pour un club comme Sarre-Union de remonter en National 2, ce qui était le CFA à l'époque où vous avez connu ce club. Les joueurs, on ne se pose pas la question quand on est joueur? Non, on ne se pose pas la question. Après, le budget, ce n'est pas à nous de le gérer. Après, on a joué en CFA. Moi, j'étais à Sarre-Union, j'étais recruté pour jouer en CFA. Donc, retrouver le niveau de CFA, c'est l'objectif. Bon, ça fait trop longtemps que je suis dans le niveau N3 et quand on a connu au-dessus, c'est un peu, on va dire, dénigrant par rapport à ce qu'on est capable de faire, quoi. Vous êtes capitaine, vous disiez tout à l'heure, vous étiez jeune comme eux il y a 10 ans. Ça veut dire quoi? Qu'on a un rôle un peu particulier on est plus ancien. Ouais, on est plus ancien. On a des jeunes de 18 ans. Notre arrière-gauche, il a 18 ans. Il n'a pas connu les centres de formation. Et on est là pour les encadrer, faire partager l'expérience. Après, on sait aussi les moments d'euphorie. Et hier, les moments de doute qu'on aurait pu avoir. Mais comme dit, moi, j'ai pas douté, même si on perdait 2-0, parce que l'échauffement et les premiers duels, ils étaient pour nous sur le terrain. Après, on a eu un concours de circonstances où ils marquent des beaux buts. Ils auraient pu marquer un 3e aussi. Mais après... la foi et l'envie font très souvent la différence, surtout à niveau N3, quoi. Est-ce qu'il y a une patte un petit peu particulière dans ce club de Sarre-Union? Il y a quand même beaucoup de joueurs qui restent souvent assez longtemps, comme vous, comme Vianney Sherman, comme Yann Schneider à une époque, comme Zerbini maintenant, ou Jay. Il y a quand même
C'est du foot entre guillemets, sans dénigrer, mais de village. Enfin, cet esprit de clocher, c'est le genre de club un peu loin des grandes villes où on le retrouve encore, ou c'est encore quelque chose qui existe vraiment? Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, quand je suis allé à Sarre-Union, c'était vraiment cette osmose, on sentait quelque chose. À la fin du match, on reste dans le clubhouse et on boit un verre ou deux avec les supporters, on discute, on partage une merguez, on n'est pas là, on rentre, on consomme, c'est fini. Il y a autre chose après le football et les supporters sont quelquefois un peu sévères, quelquefois trop gentils. Nombreux à vous suivre d'ailleurs à Molsheim. Ils sont tout le temps là, et donc dans la difficulté, dans la victoire, ils sont là, ils nous aident et c'est vraiment sympa. Franchement, moi, pour rien au monde, j'échangerais aujourd'hui dans le club dans lequel je joue, quoi. Surtout au niveau N3, parce qu'il y a des clubs à la Faïgue ou autre, où il y a un peu moins de monde au stade. Nous, on a quand même toujours à peu près 400 personnes, quoi. On continue de parler encore football un peu plus tard. On enchaîne, Mathieu, avec on va enchaîner. du volley. Je vous emmène à Mulhouse. Enfin, c'est Marine qui vous emmène à Mulhouse. C'était la reprise à domicile, puisque les filles de la SPTT Mulhouse avaient perdu la tête du championnat le week-end dernier lors d'une défaite à Nantes dans un match au sommet. Il fallait se reprendre pour le retour au Palais des Sports. Marine, c'était contre Vendeuvre-Nancy. Oui, au match aller, Mulhouse avait battu Vendeuvre-Nancy. Mulhouse que vous voyez sur les images en rouge. Les Alsaciennes démarrent le match en tête. Elles mènent 4-0, mais leurs adversaires reviennent à égalité. Tout au long du premier set, les équipes mènent chacune leur tour. Il faut attendre le 31e point mulhousien pour que ce premier acte se termine en faveur des postières. Le deuxième set démarre encore mieux que le premier. Mulhouse a 5 longueurs d'avance, mais Vendeuvre-Nancy ne compte pas capituler aussi vite et repasse devant 14-15. Ça ne dure pas longtemps. Léa Solner, la libéro que vous voyez en noir, est très présente à la réception. Et Moma Bassoko au service ici est très efficace et permet donc les deux au leur de remporter le deuxième set 25-18. Les Mulhousiennes continuent sur leur lancée. Elles mènent 13-7 dans la troisième manche. Leur adversaire, comme ça a été tout le cas durant le match, ne baisse pas les bras et reviennent à 2 longueurs. 23-21, mais elles ne marqueront plus de points et Mulhouse gagne ce dernier set 25-21. Une victoire donc 3-0. Je vous propose d'écouter Léa Solner, la libéro, qui a été élue MVP du match. Ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que normalement un libéro est rarement élu MVP, donc ça veut dire que j'ai fait une prestation qui était bien et voilà, je suis contente, mais je suis surtout contente de ce qu'on a fait collectivement. On a fait du beau jeu ce soir, on a fait un bon match à la maison devant un beau public, donc c'est surtout ça ma plus belle satisfaction ce soir. Voilà. La SPTT Mulhouse se retrouve pour l'instant deuxième du championnat. Elles enchaînent avec un programme chargé, les Mulhousiennes, 3 matchs dans les 10 prochains jours. Alors, à commencer d'abord ce mercredi à Terville-Florange-Mathieu. Ouais, avec encore effectivement plus de 3000 personnes au Palais des Sports pour soutenir les filles belles. Fin de saison en perspective de leur côté. C'est pas mal non plus, juste à côté du Palais des Sports, vous traversez le boulevard à Mulhouse, vous êtes à la patinoire de Lilleberg. Ça marche bien pour les Scorpions, 3e saison parmi l'élite et les playoffs qui s'annoncent excitants pour les Scorpions. Et on est sur la fin de la saison régulière, un marathon de 44 matchs, il en reste 6, vous le voyez sur ces images, c'était vendredi soir, Mulhouse qui recevait Briançon en blanc, Briançon en lanterne rouge du championnat, mais ça a été très compliqué pour les Mulhousiens qui butent pendant longtemps sur le gardien, sur la défense de Briançon, un seul tir dans le deuxième tiers, il finit au fond et à la surprise générale 1-0 pour les visiteurs, Mulhouse qui va égaliser à 5 secondes du buzzer de la fin de cette deuxième période, tout va se jouer donc sur la troisième avec les Mulhousiens qui pourtant en infériorité numérique prennent l'avantage par Timou Loiseau, 2-1, 3-1 un petit peu plus tard en supériorité numérique à nouveau sur ce gros lancer de Colin Downey pour un doublé. Le palais derrière la cage, c'est Samuel Rousseau qui est le jeune attaquant strasbourgeois. Venu de Strasbourg, 19 ans seulement, premier but cette saison pour lui et il s'offre même un joli doublé sur ce contre, regardez le lancer en pleine course pour le 5-1, la victoire cette fois est acquise pour les Mulhousiens. Briançon réduit un tout petit peu la note sur ce joli face-à-face gagné face au gardien, le score final ça sera finalement 6-2 sur cet ultime lancer d'Andrei Ezipov, 6-2, victoire logique des Mulhousiens qui ont largement dominé cette rencontre même si ça a été long à se concrétiser, victoire fêtée avec leurs supporters qui fêtaient eux leurs 20 ans, ça va plutôt très bien pour les Scorpions. Écoutez Samuel Rousseau, le jeune double buteur de la soirée. On ne s'est pas affolé, on savait que c'était la lanterne rouge, mais c'est quand même une équipe redoutable. On a eu beaucoup de lancers dès le début et ça n'a pas payé tout de suite. Et au final, à force d'essayer, c'est rentré. Et dès qu'on en a mis un ou deux, la confiance elle est venue et ça finit à un beau 6-2 pour nous. Un bon match ce soir.
Les Mulhousiens qui se sont inclinés à Rouen dimanche soir et qui enchaînent à nouveau à Lilleberg. Ça sera demain, mardi, réception d'Angers, le 2e du championnat. Il reste 6 matchs. Mulhouse est 5e. Les 8 premiers font les playoffs. Ça, c'est bon. Chercher la 4e place, ce sera compliqué. Il faudra surtout bétonner cette 5e place. Il y aura un match pour ça très intéressant contre Bordeaux, leur suivant immédiat. Rendez-vous le 11 février à l'Iceberg. On parle du sport, mais côté coulisses, côté réseaux sociaux cette fois-ci. C'est la crème des réseaux. C'est avec Marine. Alors, Spätzle, Kugelhop, Manala. Si je vous demande d'écrire ça, Martial, en termes d'orthographe, ça va? Vous maîtrisez? Ouais, je gère. Ouais. Ouais. Pour un Alsacien, ça va. Ouais, ça va. Mais pour un Espagnol, c'est un petit peu plus compliqué. Les basketteurs de Gris, 2 Espagnols donc, se sont prêtés au jeu. Exemple avec Schweighouse sur Moder. Regardez. I'm losing, President. I'm losing. I'm very bad. I need to learn Alsatian, not only... Very difficult, very difficult. Schweighouse? Ouais, Schweighouse sur Moder. ¿Ves cómo hay una W? Te lo había dicho, tío. Yes, it's muy difícil. I was about this close to put the W. Oh, Saúl, I see, but not you. Il y a du boulot, hein. C'est pas encore gagné. Avec un K à chaque fois quand même, Schweighouse. Il y a du boulot, mais en même temps, quand on est espagnol, je veux bien croire que c'est effectivement un peu compliqué. Allez, ça inonde les réseaux sociaux en ce moment, le Dolly Parton Challenge à la sauce sport alsacien, Marine. Oui, il a été lancé par la chanteuse américaine du même nom. Alors le principe, eh bien, c'est de publier une photo de soi qui correspond à chacun des réseaux sociaux. 4 photos de profils différents donc, une photo plus professionnelle pour LinkedIn, un peu plus sexy pour Tinder, etc. On s'adapte. Alors, il y a un club en Alsace qui s'est prêté au jeu, c'est le club de Souffle, le club de basket. Alors, côté un peu plus pro, on a opté pour le coach, mais plus sexy pour un joueur, hein, Sylvain Sautier. Voilà, bon, chacun fait comme il le souhaite. On ne sait pas s'il est consentant, hein. Oui. On lui posera la question à l'occasion. En parlant challenge, justement, je ne sais pas si vous avez, vous avez sûrement déjà entendu parler du crossbar challenge, peut-être même que vous avez tenté. Non. Non, bah, ça se fait en foot surtout. Regardez les images, ça se fait pas mal en football, mais il y en a qui se sont mis en hand. C'est le club de l'ESAB et c'est l'assistant coach qui a tenté et c'est plutôt pas mal. C'est même carrément réussi. Ce qu'on ne sait jamais, c'est combien il y a de tentatives avant, quoi. C'est pas mentionné, non. Au basket, vous essayez, non? Ben ouais, avec le cercle peut-être, mais bon, c'est... Ouais. C'est facile, quoi. C'est que ça rentre pas, en fait, si on touche le cercle. C'est encore raté. C'est terminé? Oui. Cool. On passe au reste au football avec notre invité Martial Riff. La suite de la saison pour l'USA Réunion, ça va être... on regarde le classement, on regarde pas le classement, on se dit quoi dans le vestiaire quand on est en tête d'un championnat? Ben, personnellement, je pense qu'on va regarder le classement, mais en fait, là, on se déplace beaucoup à l'extérieur, donc on prend les match après match, et quand on va à Raon à prix et qu'on reçoit de nouveaux prix sur une double confrontation, on regarde surtout le match en soi, parce que derrière, les autres, ce qu'ils font, ben, plus on regarde soi-même, plus on va pouvoir les creuser, quoi. Donc, mais après... C'est surtout qu'on va à 2 gros matchs casse-pipe à Raon et après les Mézières, un grand déplacement. Des équipes qui sont juste derrière vous au classement. On dit quand même avec beaucoup de confiance quand on vient de gagner 2 matchs à l'extérieur, quand on est sur 4 victoires consécutives. C'est pas forcément des séries fréquentes quand même quand on est joueur. Non, c'est pas fréquent, mais l'année dernière, on avait fait une première partie de saison sans défaite. Donc avec Léonie en coach, c'est habituel à sa réunion. Après non, on veut enchaîner. Après plus on gagne et plus on sera tranquille et plus on pourra rêver d'une montée en N2. Après c'est long, hein. Il y a tellement de matchs encore et on ne sait pas la période hivernale qu'on aura, les terrains difficiles et autres. Il y aura peut-être encore des matchs remis, donc ça va aller vite. Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau-là? Parce qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas amateur non plus. La plupart d'entre vous, vous avez un job à côté. On sort du boulot, quoi. Ben, c'est compliqué. Hein. On prend sur notre vie privée pour pouvoir profiter du football. Après, ça permet de sortir du contexte ordinaire parce que le travail, il y a aussi beaucoup de tensions, il y a beaucoup de demandes aussi. Donc, ça nous permet de se libérer. Après, ce qui est le plus compliqué pour moi à gérer, c'est j'ai 1 heure de trajet pour rentrer de l'entraînement. Donc, c'est cette heure-là qui est un peu longue. Mais après, on s'adapte. Hein. Après, derrière, moi, ça fait maintenant, je ne sais même plus combien d'années que je suis à Sarre-Réunion, mais ça fait plusieurs années. 8e. Ouais, donc,
Après, on est ensemble et on prend du plaisir ensemble, on rigole et on fait les efforts. Quand on gagne, l'heure de route est moins longue quand même. Ouais, c'est ça. Mais après, on est plusieurs, on fait du covoiturage, donc ça va. Juste un regard, comme dit sur le... Là, c'est de la N3, hein, comme dit, quand on parle de montée, quand on regarde ce qui se passe au-dessus, quand on voit Mulhouse qui galère en N2, quand on voit Haguenau qui galère en N2, quand on voit Schiltigheim qui galère en N2, on se dit qu'il y a quand même un fossé difficile à combler pour un club qui monte, qui est promu. Ben oui, c'est compliqué, surtout que depuis qu'ils ont réduit un peu les championnats, c'est de plus en plus... Pour moi, c'est quasiment le premier championnat professionnel. Quand j'étais à ce niveau... En N2, la majorité des joueurs sont pros, quoi. Ben, je pense qu'ils ont des contrats fédéraux ou des montages qui leur permettent de ne pas travailler. Moi, quand j'étais à Sarre-Union, les 2 premières années, je ne travaillais pas. Je profitais d'une situation que le club me permettait. Là, ça va être compliqué d'allier le boulot. Moi, je finis à 18h, partir et surtout partir le samedi matin à 4h. Donc, je comprends la difficulté que peut avoir Haguenau, Mulhouse. Mulhouse et Schiltigheim un peu moins parce qu'ils sont quand même beaucoup plus professionnels. Ouais, ils sont censés avoir des budgets qui leur permettraient d'exister à ce niveau-là. Mais on voit que c'est compliqué effectivement pour les 3 clubs alsaciens à ce niveau cette saison. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau ce soir. Le prochain match à domicile, c'est contre Prix-les-Mézières, c'est dans 3 semaines. 3 semaines, un petit break, une petite pause. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette belle saison du côté de Sarre-Union ce soir. Merci beaucoup Marine, on vous retrouve lundi prochain. Oui. Toute seule. Allez, puis on parlera, moi je vous retrouve demain, on parlera sport d'ailleurs demain, un gros plan sur le MMA, ce sport, vous savez, sport de combat, qui a de nombreux adeptes, pratiquants, entraîneurs dans la région, qui est en voie d'être officialisé, légalisé, ça a été le combat notamment d'un député alsacien. Ils seront avec nous demain soir, on en parlera. La suite de cette émission, c'est bien sûr côté cuisine avec Nicolas Riffel. Comme chaque lundi, c'est Grain de sel. Je suis né le 27 octobre 1950 à Hinwiller. J'ai fait l'école hôtelière de Strasbourg de 1967 à 1969, qui a débouché sur un brevet de technicien hôtelier. Mon rêve était de partir voyager dans le monde entier, mais pour des raisons familiales, j'ai dû retourner au bercail pour dépanner. Et finalement, je suis resté 20 ans en salle au poste de responsable de salle. En 1989, je passe en cuisine épauler ma maman jusqu'en 1995. En 1998, nous obtenons notre seconde étoile. Et en 2002, j'obtiens ma 3e étoile au Guide Rouge. En 2015, je débute une nouvelle aventure à Bingen-sur-Moder. Je suis Jean-Georges Klein, Villa René Lalique. Bon Jean-Georges, on va cuisiner quoi ensemble? Aujourd'hui, on va cuisiner un foie gras. C'est un foie de canard, c'est pas un foie de doigt, parce que bon, le foie de doigt, c'est très alsacien, mais le foie de canard, un peu moins. Alors c'est quoi la différence qu'on comprenne bien entre le foie de canard et le foie d'oie? Disons, le foie de doigt a un goût un peu plus fin. Et le foie de canard, c'est un goût un peu plus prononcé. D'accord. On peut dire un peu plus rustique. Et après, tu disais bereveke. C'est la recette de mamie. C'est facile à comprendre. Tout ce qu'on avait comme arachide et comme fruits secs dans le temps, on faisait une petite pâte levée. Et après, tout ce qu'on avait comme fruits secs, on le mettait là-dedans. Et tu le passais un tout petit peu au four, flammé. Et c'est un truc que tu peux garder 3, 4, 5, 6 mois, tel que c'est, sans aucun problème. C'est bon, tu mets du foie gras dessus. Et ça va tout seul. Ouais. Voilà. Tu peux mettre de la confiture. J'ai jamais essayé avec de la moutarde, mais ça pourrait se faire. Je pense condiment, Alsace. Voilà. Alors. Noix, noisettes, amandes, fruits secs. Il y a beaucoup de poires séchées, pommes séchées, mandarines. Et tu fais une toute petite pâte levée. Tu laisses reposer ce mélange une nuit et on le passe au four. Avec ce foie de canard, on va mettre un côté un peu croustillant, c'est-à-dire on va prendre une pomme, les couper en tranches. Et on va les sucrer et on va les sécher en étuve à 60-70 degrés. Et puis au bout de 2 jours, tu les enlèves et c'est totalement croustillant, c'est ça l'avantage. D'accord. Tu vois, tu entends là, ça c'est tac. Donc après, dans un tout petit verre, on va mettre un bouillon qui est infusé à la vanille. Tu prends le couteau à l'envers, tu tires le marc de la vanille, tu mets là-dedans. Et alors, pour avoir encore plus d'infusion, tu le mets carrément avec. Oui, voilà, tu jettes pas la poubelle. Non, tu vas pas. Voilà, et puis on le met à chauffer. Donc un citron normalement non traité. Tu enlèves que le zeste et tu laisses le zeste. Donc le zeste, c'est ça, ce que j'enlève. Et le zeste, c'est ce qui est blanc. D'accord. Tu prends de l'eau froide, tu mets tout dedans, tu fais bouillir une fois. Et après, tu fais un petit sirop. 500 g, 125 g de sucre. Et une fois qu'elle est blanchie, tu égouttes et tu verses ce sirop dessus. D'accord. Et tu le laisses refroidir, tu le mets au frigo. Et puis combien de temps?
Bah, là, tu laisses au frigo 8 jours, 15 jours si tu veux, jusqu'à ce que tu en as besoin. Hein. D'accord. Et après, pour qu'il rende le moins de graisse possible, il faut que le produit soit très froid. Et après, on va le mettre dans la farine et le mettre sur un truc très chaud. Tu me l'as allumé là? Il faut que la poêle soit bien chaude. Vous voyez, ça rend très très vite. Hein. D'accord. Très très vite. Marqué des deux côtés, tu les reposes et après, avant de servir, tu les remets 3-4 minutes dans un four. Enfin. Enfin, le père qui voulait goûter là. En fait, c'était vraiment leur barre protéinée de l'époque. Hein. Ah ouais. Donc là, tu rajoutes encore tes épices, ton mélange là. Un petit peu, oui. Enfin, après, c'est une question de goût. Ouais, hein, bien sûr. Donc après, on va faire l'épinard. Donc là, l'épinard. Tout juste tomber l'épinard. Hein. Ouais, de l'ail. Ça lui donne un peu de goût. Tu prends un peu de beurre, comme ça. Tu laisses tomber l'épinard, parce que l'épinard, il faut qu'il soit encore à moitié cru. Hein. Et après, tu tournes avec ta fourchette ce truc comme ça dedans, et ça permet de tomber l'épinard et en même temps lui donner un léger goût d'ail. On va rajouter une pointe de banyuls avec ce plat-là. Le banyuls, c'est comme le Porto, à peu près. Et tu le fais réduire jusqu'à consistance siropeuse. D'accord. Donc il reste peut-être 4, 5, 6 centilitres. D'accord. Voilà. Et ça donne ceci, vous voyez. Et on va passer au montage. Donc un tout petit point de ce banyuls là, un petit morceau de notre beurre avec l'épinard, notre citron qu'on a confit légèrement. La phase finale, c'est pour le foie, poivre gris, mignonnette, plus un peu de sel. Après, pour terminer, il ne faut pas oublier notre croustillant. Wow. Et surtout, les prendre.